Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film, non, la série d'aujourd'hui s'appelle Daredevil. Elle est réalisée, showrunnée, depuis le début par Drew Goddard, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé le principe de la série et qui a ensuite supervisé l'écriture des différentes saisons. Je peux donc dire que Daredevil, de la saison 1 à la saison 3, est bien de Drew Goddard, même s'il y a eu des scénaristes talentueux, voire très connus, comme Steven S. D. Knight, qui ont travaillé sur la série, qui ont écrit notamment des épisodes. Steven S. D. Knight, qui est le réalisateur du malheureux Pacific Rim, je ne sais plus comment s'appelle le deuxième, et notamment, par contre, le créateur de la série plutôt intéressante, finalement, Spartacus, dont je parlerai peut-être à l'occasion, il faut que je vois, je sais pas encore. Bref, je vais pas vous refaire tout l'historique de la série Daredevil, je vous suis en train de vous parler de la série Daredevil qui fait partie de la méga série The Defenders, qui était donc un groupe de séries diffusées sur Netflix, et qui est en passe de se terminer. Oui, je commence tout de suite par une mise en contexte. Il se trouve que Daredevil a 3 saisons, Luke Cage 2 saisons, Iron Fist 2 saisons, Jessica Jones a priori aura une 3e saison, The Punisher vient d'avoir sa 2e saison là actuellement, qui est disponible depuis peu de temps, et donc toutes ces séries qui sont dans le même univers, le Punisher arrivant dans la saison 2 de Daredevil, on a donc eu une sorte d'univers comme ça, de super-héros de l'univers Marvel, en marge de l'univers cinématique des Avengers, et qui s'est plutôt bien développé avec un succès relativement correct et mérité, il me semble. C'est une série sur laquelle j'ai fait des critiques sur toutes les saisons de chaque personnage, je vous enjoins à les écouter si vous voulez connaître mon avis dessus, mais je trouve globalement intéressant. Pas forcément des réussites à chaque fois, mais intéressants dans leur démarche, et surtout assez jusqu'au boutiste dans la manière dont ils ont eu de traiter ces personnages-là, mais je vais revenir dessus après. Et donc on est en train plutôt d'assister à la fin, a priori, de cette série, puisque il y aurait en fait un désaccord entre Walt Disney qui a racheté l'univers Marvel, et qui ne s'est donc pas entendu avec Netflix sur une manière éventuellement de continuer à diffuser ces personnages dans le catalogue Netflix, puisque en parallèle, Disney va sortir son propre système de streaming qui s'appellera Disney Streaming, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de nom particulier pour l'instant, peut-être qu'ils vont en inventer un à l'occasion. Mickey Streaming par exemple, et en l'occurrence... ils n'ont pas réussi à s'entendre, et donc les personnages que sont Daredevil et toute l'équipe de The Defenders, Luke Cage et ainsi de suite, sont retombés dans l'escarcelle de Walt Disney, qui pour l'instant n'a pas décidé de racheter en quelque sorte les droits de diffusion. Enfin, c'est très compliqué, ce qui oppose Netflix à Walt Disney, ce qui aurait amené l'annulation de ces séries purement et simplement, alors qu'elles sont plutôt des séries un succès correct, mis à part Iron Fist qui a vraiment eu du mal à dépasser un certain nombre de téléchargements. Les autres séries ont vraiment bien fonctionné, et après l'annulation assez logique d'Iron Fist, on a quand même été relativement surpris quand ils ont annoncé qu'ils annulaient Luke Cage juste après l'arrivée de sa saison 2. L'annulation aussi de Daredevil après sa saison 3 a été vite annoncée. Et donc Jessica Jones, la saison 3 a été en balance pendant longtemps avant d'être confirmée. Et donc elle aura lieu, elle sera diffusée normalement au courant de cette année, si je dis pas de bêtises. Et serait donc la dernière série Marvel Netflix de l'histoire pour l'instant, puisque tout serait récupéré par le network créé de streaming par Disney. Tout ça pour dire, c'est des séries qui n'ont pas forcément été arrêtées pour un manque de qualité ou d'audience, mais plus pour des questions tout simplement de droit, hein, ça arrive, quand on parle vraiment de milliards et de milliards et de milliards de dollars. Je vous laisse vous renseigner sur des boîtes comme... combien pèse une boîte comme Walt Disney Pictures actuellement, rien qu'au niveau audiovisuel. Je vous laisse imaginer les chiffres, c'est déraisonnable au possible, c'est absurde. Dans le même genre, vous avez Viacom par exemple, qui est aussi une autre boîte énorme qui vaut des milliards et des milliards et des milliards, enfin voilà. Vous voyez, c'est ce genre de mastodonte, donc forcément la question des droits et du retour sur investissement, là, on est dans un monde de requins, hein. Vous arriverez jamais au bout du truc si vous vous intéressez pas à la finance, c'est mon cas, donc je vous donne juste les éléments qui font que, a priori, ces séries vont être annulées. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, du coup on peut pas s'empêcher de voir Daredevil saison 3 un peu comme une conclusion, puisque c'est Daredevil qui a lui-même lancé toute cette série
qui a catapulté en fait la création des autres séries Defenders en ayant un énorme succès après la saison 1. Vous pourrez le voir chronologiquement, puisque même si l'idée traînait beaucoup chez Marvel de voir un partenariat avec Netflix sur plus qu'une série, sur un seul personnage, sachant que le catalogue de Marvel est extrêmement généreux en personnages qui pourraient prêter à des adaptations de séries télé. La preuve étant que beaucoup de chaînes de télé, de sites de streaming comme Hulu ou autres, ont acheté chacun des personnages du catalogue Marvel et fait des adaptations qui sont toutes en danger, techniquement, ou qui vont toutes devoir se conclure au bout de une ou deux saisons, selon les situations. Pour vous donner une échelle d'idée, vous avez The Immortals, qui n'a pas du tout marché, et qui donc a été annulé tout de suite après sa saison 1, si je ne dis pas de bêtises, par ABC. Je sais plus exactement sur quelle chaîne ils étaient. Vous avez en parallèle Cloak and Dagger, qui a été diffusé je ne sais pas sur quelle chaîne, et qui va avoir sa saison 2 qui sera la saison finale. Vous avez The Runaways aussi, qui a été diffusé, maintenant je sais plus non plus, et qui va donc se conclure avec la saison 2. Voilà, vous voyez un petit peu le spectre du truc. Toutes les séries Marvel diffusées sur d'autres sites, d'autres plateformes de diffusion que la prochaine plateforme de diffusion Disney sont a priori en phase de devoir se conclure ou d'être tout simplement purement annulées. Donc voilà, on est un petit peu maintenant face à un phénomène qui va avoir donc une conclusion d'un certain cycle de travail qu'a mis en place Marvel dans son univers audiovisuel avec les chaînes de télé, et qui avait vraiment explosé aux yeux du grand public et fait un bruit tout à fait correct avec Daredevil saison 1, showrunné donc déjà par Drew Goddard. Je vous renvoie à ma critique précise de la saison, mais je vais parler du méta-phénomène ici. Il se trouve que Daredevil avait connu une adaptation de cinéma qui n'avait pas plu, qui avait laissé beaucoup de jaser, qui avait pendant longtemps plombé un peu la carrière de Ben Affleck au niveau grand public, ce qui fait que pendant des années on a eu droit à un Ben Affleck qui a été raillé par toute une partie de la... D'ailleurs, je dis ça, c'est une partie du public, mais en fait, encore aujourd'hui, les gens n'acceptent pas par exemple son interprétation de Batman et estiment que c'était une erreur de casting. Donc voilà, on est... Daredevil avait un petit peu ce film qui plombait un petit peu le regard grand public, puisque évidemment la bande dessinée est une bande dessinée à succès, qui a énormément de succès, donc qui est personnage très connu, mais qui a eu sa seule adaptation, on va dire, cinéma valable, avec donc ce film de Mark Steven Johnson, et qui était donc un ratage assez phénoménal. Il y avait eu aussi une série télé dans les années fin des années 80, début des années 90, mais que j'ai jamais vue, donc je peux pas en parler. Je vais dire des bêtises. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Donc voilà, aux yeux du grand public, Daredevil, c'était pas une franchise qui était très porteuse au cinéma. Les films en général font beaucoup de mal et marquent sur plusieurs années. Donc il a fallu attendre une dizaine d'années, 2011-2012, pour que Drew Goddard propose une adaptation cinéma à la base, beaucoup plus hard-boiled, qui ne collait pas au Marvel Cinematic Universe alors naissant et qui était qui commençait à cartonner, et qui donc ne pouvait pas se permettre a priori d'avoir un personnage trop hardcore qui viendrait de nouveau tirer les films de super-héros vers un public de niche, vous voyez ce que je veux dire, un public moins grand, un public moins familial. Et du coup, l'adaptation a été grosso modo refusée avant que Drew Goddard revienne à l'attaque avec Steven S. The Knight, qui était donc scénariste sur des séries télé déjà, et qui a proposé donc à Drew Goddard d'envisager de faire les choses à partir du prisme de la télé et d'envisager ça comme une série télé, ce qui a beaucoup plu à Drew Goddard, qui a tout de suite changé son fusil d'épaule, proposé le principe, qui a lui-même allé démarcher Netflix pour aller chercher Marvel, et c'est comme ça que la saison 1 est née. Et donc ça a vraiment beaucoup changé, beaucoup fait évoluer positivement le regard sur le personnage de Daredevil, avec des principes très simples. Le personnage est donc dans un réalisme, on va dire, beaucoup plus marqué, au moins pour une partie de l'identité de la série. Il prend beaucoup de coups, il est souvent blessé. On voit bien sûr là, pour la petite parenthèse, toutes les références aux adaptations de Daredevil par Frank Miller, le créateur notamment de Sin City, de la BD 300 aussi, qui sont de très très bonnes BD si vous avez l'occasion. Et donc, bien plus intéressante que les films pour le coup, même si j'aime beaucoup le film 300, je trouve que la BD est bien meilleure, bref. Et donc, dans ces BD de Frank Miller, Daredevil se prenait des coups, c'était beaucoup plus violent, il y avait du sang, ça franchissait un cap comme ça de violence, et donc ça faisait de lui un personnage
un super-héros avec la capacité donc en étant aveugle, de pouvoir tout sentir comme ça à des kilomètres, donc pas de problème, toujours un super-héros, mais avec de grandes limites entre guillemets physiques et confronté souvent à des blessures graves et à une sorte de vraisemblance des conséquences de ses actes. Donc les personnages mouraient, il y avait une sorte de dramatique comme ça qui était beaucoup plus prononcée, quasi, j'ai envie de dire, ça faisait un peu tragédie grecque dans le style. Et donc ça a donné beaucoup d'identité à Daredevil dans la BD de comics des années 90 et du début des années 2000 aussi. Donc Drew Goddard, en s'inspirant de ça, a réussi à créer une série du coup qui non seulement était un peu plus vraisemblable, les spectateurs pouvaient se sentir un peu plus proches d'un personnage comme ça que les personnages des films du Marvel Cinematic Universe, puisqu'il s'agit du même univers, qui sont par définition plus dans l'ordre du merveilleux, ils volent, ils ont des super pouvoirs. Là, Daredevil a des super pouvoirs, mais au final on le voit surtout être en contact physique avec les gens, et être confronté souvent à des dilemmes moraux que ces pouvoirs ne peuvent pas résoudre facilement. On est très très loin, pour vous donner une comparaison vraiment à grand écart, des séries télé de super-héros des années 90 du type Lois et Clark, où grosso modo tout est forcément résolu et il n'y a jamais réellement de sensation de danger. La série est tournant essentiellement... ces séries-là, par exemple, pour prendre l'exemple de Lois et Clark ou d'autres, tournaient essentiellement autour des amourettes des personnages. Il n'y avait pas de suspense sur le fait qu'un personnage allait mourir ou pas. Ça arrivait quasiment jamais. Et c'était pas le but, c'était des feuilletons qui étaient là pour rassurer leur audience et pour donner au final, sous couvert d'être une imagerie de film de super-héros, étaient en fait des soap-opéras. Donc tourné essentiellement autour des amourettes. Est-ce que Clark va enfin dire à Lois qu'il est Superman? Puis en fait quand il arrive, c'est une deuxième saison où ils commencent à vivre ensemble. Enfin je sais pas la combienième saison d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment du soap opéra, comme qu'est-ce qu'on fait quand on vit avec quelqu'un qui a des pouvoirs comme ça, qu'on doit le cacher, blablabla. Le personnage de Lois devenant d'un seul coup beaucoup plus dramatique, alors qu'il était beaucoup plus comique au départ. Vous voyez l'idée. Oui, j'ai vu pas mal d'épisodes de Lois et Clark, j'en ai pas honte. Même si c'est une très mauvaise série, soyons honnêtes, c'était vraiment pas bon. Bref, peu importe. Je ferme la parenthèse, donc voyez un petit peu le décalage et la vraisemblance qu'a pu apporter Daredevil avec cette adaptation-là, et il a rencontré vraiment très fortement son public, qui a adhéré à cet univers, notamment parce que Drew Goddard est un bon, voire un excellent scénariste. La filmographie de Drew Goddard est plutôt sympathique, hein. Il a réalisé des choses, notamment le sympathique, voire même très bon Saltan à l'Hôtel El Royal, que je vous conseille de voir si vous n'avez jamais vu. J'ai fait une critique dessus, n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez avoir un petit avant-goût avant de voir ce très bon film. Il a aussi fait l'excellent La cabane au fond des bois, que je vous conseille aussi de voir. Et puis, donc, il a écrit des scénarios sur pas mal de films. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il a aussi réalisé, excusez-moi, des épisodes de la série The Good Place, dont j'ai eu la première saison, et que je vous recommande. C'est vachement bien, The Good Place. Je ferme la parenthèse, parce que je ferai peut-être un blog dessus à l'occasion, on verra. Un petit audio-blog, parce que ça vaut le coup, c'est vraiment très bon. Je ferme la parenthèse. Et puis, bon, il a été scénariste aussi, vraiment, sur beaucoup de séries, de films de qualité, hein. Il a notamment participé au scénario de Seul sur Mars, excellent film sur lequel je ferai probablement une review à l'occasion, voire peut-être même avec de l'image, de Ridley Scott, mais avec un scénario superbe. Il a participé au début de sa carrière, il était scénariste notamment sur la série Lost. Il a aussi beaucoup écrit sur les séries de Joss Whedon, Buffy contre les vampires, mais aussi Angel. Donc voilà, vous voyez, petit peu, il a aussi des casseroles, hein. Il a écrit le scénario, une partie du scénario, une réécriture du scénario de World War Z, qui est un film particulièrement mauvais, donc qui est une sorte de catastrophe industrielle sur laquelle je reviendrai peut-être à l'occasion, dont je parle notamment, j'en parle assez précisément dans ma critique non pas Skyfall, j'ai oublié le nom du deuxième James Bond avec Daniel Craig, Quantum of Solace, puisque le réalisateur Mark Foster était aussi le réalisateur de World War Z, donc je vous renvoie à cette critique-là si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de World War Z, j'en parle un petit peu. Donc voilà, donc Drew Goddard, c'est un mec qui a une belle filmographie, et qui a prouvé qu'il était vraiment un bon scénariste, quoi. Il s'est taffé, le garçon. Du coup, il a amené la même rigueur d'écriture dans la série Daredevil, et une des choses qui saute aux yeux dès la première saison, c'est que la série est noire, n'a pas peur d'emmener, entre guillemets, le ton de la série vers un côté réellement désespéré, que je trouve
fonctionne vraiment très bien pour le coup. La série tournant souvent sur le même principe d'une certaine forme d'échec consécutif d'épisode en épisode. On voit Daredevil et ses amis se démener pour essayer de changer les choses en Hell's Kitchen. Et évidemment, ils sont confrontés constamment à des ennemis tentaculaires comme la main, mais évidemment aussi comme Kingpin, le caïd en français. Et on a donc une sensation de désespoir qui transpire dans la série globalement et qui fait beaucoup de bien à la série puisqu'elle lui donne un aspect vraisemblable noir. On a l'impression d'être confronté vraiment à une mafia qui est exagérée évidemment, qui a ce côté paranoïaque. Mais en même temps, je trouve que ça sert bien la série et ça justifie l'existence du personnage de Daredevil. Du coup, on a une cohérence comme ça de ton, série noire avec vraiment un côté désespéré. On ajoute là-dedans un super-héros qui se bat essentiellement avec ses poings et du coup on est au niveau du sol. J'apprécie particulièrement la saison 1 qui met vraiment bien en lumière le fait que le héros prend énormément de coups, souffre énormément dans sa chair pour faire quelque chose, et c'est doublé par le fait que Daredevil, donc le personnage de Matt Murdock, est croyant. Ce qui fait que souffrir dans sa chair, c'est quelque chose d'évident. Je sais que ça a saoulé pas mal de monde, le fait que la série soit autant judéo-chrétienne, très catholique, puisque le personnage de Matt Murdock est croyant, il va voir un prêtre notamment, il lui parle souvent. Personnage qui est récurrent dans la série, le prêtre. Et qui ont critiqué ça, mais je trouve que c'est incohérent par rapport à l'écriture de la série et ce qu'est le personnage, tout simplement. Il est croyant réellement. Du coup, le souffrir dans sa chair pour lui, c'est logique. Ça fait de lui un personnage cohérent, mais bien plus, avec un degré de profondeur plus grand que les personnages, comme je disais, de super-héros des années 90, qui étaient complètement creux, et qui étaient juste un fantasme de super-héros. Lui, il franchit vraiment un cap, puisque ça pose la question de sa foi constamment. Évidemment, il a amené plus d'une fois à se poser la question de savoir s'il doit tuer quelqu'un, ou parce qu'il veut tuer quelqu'un, parce qu'il veut se venger parfois, parce qu'il estime que telle ou telle personne, notamment évidemment le caïd, ne devrait plus être là, et qu'à cause de ce genre de mec, il y a des tas de gens qui meurent, il n'arrive pas à sauver tout le monde, évidemment. Comme c'est un héros, en plus catholique, il est extrêmement torturé à chaque fois que quelqu'un meurt et qu'il est blessé, et qu'il a la sensation qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, ou autant qu'il aurait pu. Donc vous voyez, on est vraiment dans du judéo-chrétien bas du front sur les principes, mais ce sont les principes judéo-chrétiens. Et du coup, Matt Murdock est un peu comme ça, une sorte de version christique de la rue. La série le joue en complètement, et je pense que c'est tout à son honneur, autant être frontal là-dessus, même si évidemment on peut critiquer encore une fois le retour de la pensée chrétienne dans la télé américaine, c'est plutôt la pensée, on va dire, judéo-chrétienne, puisqu'on parle plutôt de protestantisme aux États-Unis, le protestantisme étant beaucoup plus présent, mais on a quand même cette vision christique des super-héros. Je vous renvoie à ma critique notamment de Man of Steel, et de ce que je disais notamment du point de vue d'un Américain de souche, tout simplement, comme le Nostalgia Critique, Doug Walker, qui donc expliquait qu'il supportait pas le film parce qu'on avait de l'image, excusez-moi, christique, putain, j'arrive plus à parler, tout au long du film, et que ça l'avait beaucoup saoulé. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en l'occurrence, moi perso, ça ne me dérange pas, je trouve que c'est cohérent dans le cas de Matt Murdock. Dans le cas de Matt Murdock, oui, c'est un peu forcé avec Superman, et on n'est pas obligé d'aller vers là avec Superman. Bon, peu importe, je vous renvoie à ma critique de Man of Steel, si le sujet vous intéresse, j'en parle beaucoup plus longuement. Mais en l'occurrence, dans le cas de Daredevil, je trouve que ça fonctionne. Et donc, on a ces éléments-là, que je viens de citer, une série noire, policière, très sombre, avec des gens des personnages qui meurent régulièrement, une sorte de côté désespéré de combattre une sorte d'ogre tentaculaire, une sorte de mafia constamment, on va dire, qui englue le héros dans une forme de projet de Sisyphe, c'est-à-dire il monte la pierre en haut de la montagne, et la montagne redescend, il recommence. On a vraiment comme ça un côté désespéré et sans fin, qui amène évidemment le personnage principal à se poser des questions sur la valeur de ce qu'il fait, sur la justesse de ce qu'il fait en tant que vigilante, en tant que justicier. Donc on a cet univers-là, on a en face un héros qui utilise ses poings, donc on a toute une mise en scène qui est au niveau du sol, et qui du coup donne vraiment à comprendre la dureté et la complexité pour le héros d'aller aussi loin, de combattre 20 mecs à la fois, ça lui coûte, il se fait blesser gravement dans chacune des saisons, que ce soit dans Daredevil ou dans The Defenders, il est à chaque fois grièvement blessé, et il s'en sort parce que c'est le personnage de Daredevil et qu'on sait qu'il va pas mourir, mais l'enjeu de le voir aller jusqu'au bout est bien amené, et je trouve qu'on ressent le fait qu'il se pousse à chaque fois dans ses limites. Je reviendrai sur le casting et la qualité des acteurs, notamment évidemment de Charlie Cox.
Donc on a cet élément-là, puis on a ce double lecture dans le fond qui est à chaque fois religieuse, puisque le personnage de Matt Murdock, comme je disais, est chrétien. Donc voilà, ça commence, vous voyez ce que je veux dire, ça commence déjà à faire pas mal d'éléments qui densifient beaucoup cette série, et qui lui donnent beaucoup de qualité, mine de rien. Du coup, on a eu avec Daredevil une excellente saison 1 qui a littéralement catapulté l'idée de faire plus de séries de personnages et donc de faire arriver dans l'univers Netflix, Marvel, d'autres personnages liés à Daredevil. Et comme il fait partie de l'équipe de The Defenders, on a eu dans la foulée de la saison 2 de Daredevil, non pas après la saison 1, vous voyez bien, ils ont attendu de voir si la saison 1 avait du succès. Gros succès, ils ont programmé la saison 2 et de suite la saison 1 de Jessica Jones, Luke Cage et tous les autres personnages. Avec des réussites diverses et variées, je vous renvoie à mes différentes critiques de ces différentes séries. Et du coup, nous voilà donc après deux saisons de Daredevil, 2 saisons de Jessica Jones, de Luke Cage, d'Iron Fist, une saison de The Defenders, la saison 3, la première saison 3 de tout le bouquet, une saison aussi de The Punisher, la saison 3 de Daredevil, qui était donc disponible au téléchargement depuis le 19 octobre 2018, et que j'ai pu voir donc en version française et en version originale à la télévision. Je vais commencer par le pitch de cette saison 3, je spoil un tout petit peu, veuillez m'excuser. Matt Murdock est donc grièvement blessé après les événements qui se sont produits dans la série The Defenders. Soigné par des nonnes qui acceptent de le recevoir, et notamment une nonne qui s'occupe spécifiquement de lui, Matt Murdock ne veut plus être en contact avec ses amis Paige et Foggy, croyant qu'il les met toujours en danger et qu'ils vont finir un jour par se faire tuer à cause de lui. À la limite du suicide et de l'autodestruction, Matt découvre avec horreur que, enfin, alors qu'on l'attendait depuis la saison 2 évidemment, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, alors qu'il ne s'y attendait pas, le caïd a fait une entente avec le FBI pour sortir de prison et retrouver sa compagne, Vanessa, quitte à vendre toute la mafia de New York. Bien entendu, les choses ne vont pas en rester là, le caïd a un plan, et alors que Daredevil est déjà en route pour attraper le caïd, un nouvel adversaire, sous la forme d'un sosie de Daredevil, voit le jour et s'oppose au vrai Daredevil. Excusez-moi pour ce pitch improvisé, j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de notes pour cette analyse-là. Je vais essayer du coup de faire court, même si j'ai déjà fait beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Alors, on va essayer d'être un peu structuré. Au niveau casting, je vous renvoie à mes critiques des saisons précédentes si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des différents personnages, mais là, il faut admettre que Daredevil est un très bel exemple de maturité. Autant je trouve que Charlie Cox est excellent dès la saison 1, vraiment excellent. On croit tout de suite qu'il est aveugle, on croit tout de suite à ses capacités extrasensorielles, mais surtout c'est un aveugle. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire comme il a réussi à personnifier les gestes, les réflexes et le fait d'être aveugle. Et on sent vraiment le dosage dans le personnage de Matt Murdock. Donc c'est un aveugle qui a assez dont les sens sont tellement aiguisés qu'il voit mieux que nous en quelque sorte. Et donc il y a des moments où il doit faire l'aveugle, et des moments où il doit faire l'aveugle qui utilise ses extrasens pour se déplacer. Donc c'est un autre niveau de jeu, puisqu'il doit pas utiliser son regard pour aller vers les différents endroits où il va chez lui, ou dans la rue, ou dans les différents sets où il est amené, les différents décors où il est amené à se déplacer. Et vous verrez en regardant la série, c'est assez incroyable la précision avec laquelle Charlie Cox fait attention d'être juste à chaque fois dans la densité. Où il est, grosso modo, Matt Murdock, l'avocat aveugle, où il est Matt Murdock qui utilise les capacités de Daredevil et qui donc va se déplacer tel un aveugle qui utiliserait son ouïe et ses autres sens pour se déplacer, où il est Daredevil. Et c'est à chaque fois exceptionnel le niveau, entre guillemets, de nuances qu'il arrive à mettre là-dedans, et ce, dès la première saison, vraiment une performance de très très grande qualité. Je trouve qu'on croit absolument à tout ce qu'il fait. On croit à ses doutes religieux, on croit à son angoisse pour ses amis, on croit à sa colère envers... au fait que c'est un homme en colère, tout simplement, qui veut faire justice et qui donc le fait par une forme de violence outragère. On croit au fait qu'il a du mal à résister à sa propre violence parfois, puisqu'il dérape plus d'une fois dans la série. Enfin, on y croit. Et l'écriture étant très bonne et lui-même étant excellent, c'est pour moi l'argument numéro 1 qui fait qu'on doit regarder la série Daredevil, c'est la performance de Charlie Cox. Il est impeccable, juste impeccable. Je trouve qu'il n'y a pas une scène où il déconne, et ça,
Ça a l'air... pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est difficile de maintenir un niveau de jeu sur plusieurs saisons. Pour vous donner une échelle de comparaison que je trouve intéressante, on peut prendre Hugh Laurie dans la série House. Arrivé à un certain point, il était en autopilote. Il y a vraiment des épisodes où il fait du House et c'est tout. Et je trouvais que ça devenait vraiment par moments limite de la caricature de lui-même. Heureusement que la série s'est arrêtée, peut-être pas au bon moment, peut-être un peu trop tard, je pense. Mais parce qu'il y avait eu quand même 8 saisons ou 9 saisons de House, je crois, de Dr House. Mais tout ça pour dire, c'est très difficile de tenir plusieurs saisons d'une série où on doit interpréter un personnage et continuer d'être dans l'intensité, dans la vraisemblance. Alors, je mets tout de suite une grosse nuance. La série Dr House, c'était un feuilleton, donc il y avait 24 épisodes par saison, 23-24 épisodes par saison, c'est beaucoup plus de tournage que pour Daredevil, donc c'est plus facile de maintenir un niveau de jeu sur 13 épisodes que sur 24. Daredevil, il y a eu 3 saisons, Dr House, il y en a 8, enfin, vous voyez ce que je veux dire, modérons les choses. Mais dans l'idée, je trouve la comparaison intéressante, puisque le personnage de Dr House est très nuancé et a vraiment des moments d'écriture de grande finesse, qui malheureusement ne sont pas amoindris, mais sont juste servis tels quels par Hugh Laurie, parce que tout simplement, je pense qu'il était passé dans une certaine forme d'automatisme du personnage. Ce que je n'ai pas trouvé vraiment chez Charlie Cox, à la nuance près des chorégraphies de combat. Oui, je reviens là-dessus. Je vous saoule dans plein de critiques autour de ça. Si vous avez entendu mes critiques sur les différentes séries de Defenders, au final, je me rends compte que je fais un peu la même critique de toutes les séries, mis à part la saison de Jessica Jones, où justement ils avaient modéré beaucoup les combats, et c'était une très bonne idée, parce que ça donnait beaucoup de qualité à la série Jessica Jones, tout simplement parce que le fait qu'elle soit super puissante ne lui donnait pas les atouts pour aller faire de la baston dans la rue, c'était pas le style du personnage, c'était pas un vigilante à proprement parler, et c'est là où du coup l'absence de combat dans la saison 1 faisait beaucoup de bien et aérait beaucoup la série, ce qui est un peu moins le cas dans la saison 2, mais je vous renvoie à ma critique de la saison 2 si vous connaissez un peu les détails. Mais en termes de chorégraphie, au final les séries Marvel Netflix ont finalement trouvé une sorte de rythme, on va dire, de croisière, après les saisons 2, les saisons 1 des différentes séries, notamment après The Defenders, où on a eu un niveau de qualité médian. Donc on a des plans qui sont bien foutus, vraiment très bien foutus même d'ailleurs, et des plans qui le sont beaucoup moins. Là, dans Daredevil, on a souvent ce grand gimmick du plan séquence qui, depuis la saison 1, est des grands kiffs de Drew Goddard et de l'équipe, visiblement, de réalisation des épisodes de Daredevil, c'est-à-dire suivre Daredevil pendant un plan séquence genre de 8-10 minutes parfois, qui bastonne des gars, quoi. Et il faut admettre que ça donne lieu à des plans superbes. Il y a notamment un plan dans la saison 1 où il est dans un couloir, il va sauver un enfant qui est dans la pièce tout au bout du couloir, et t'as des mecs qui sortent par les portes et ils les tatanent. C'est très malin. On voit, par exemple, il y a des moments tout bêtes où, comme on a différents appartements à gauche et à droite, il y a des moments où il tape avec un gars, il rentre dans un des apparts, il ressort, et évidemment, il y a le cascadeur qui prend la place, donc il y a des pirouettes et des machins, puis il se fait projeter contre une porte dans l'appartement de Charlie Cox, reprend la chorégraphie, et du coup il chope un gars et on voit son visage de près, et du coup c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que des feintes comme ça toutes bêtes de personnages qui passent dans le hors-champ, mais qui donnent énormément de punch malgré tout à ces plans séquences très très bien chorégraphiés en termes de tension à l'image. Et ça donne de super moments, et on y a droit de nouveau dans cette saison 3. Il y a notamment un combat, je spoile pas, dans une prison. C'est un super moment. C'est un super moment. Charlie Cox, c'est excellent. Son cascadeur aussi. Bref, je vous renvoie. C'est une séquence de dingue. Vraiment, je veux pas la spoiler, dire ce qui se passe. C'est vraiment classe. C'est un très très beau moment d'action, de tension de la série, parce qu'elle est déclenchée notamment par un moment où le personnage de Matt Murdock découvre quelque chose de particulièrement important et grave pour lui. Enfin, vraiment, très 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 bon moment. Donc on a d'excellents moments de chorégraphie qui sont coupés avec d'autres moments beaucoup plus moyens. Ce que je veux dire par là, c'est des coups qui flottent un peu, c'est la pirouette de trop, vous voyez, la pirouette qui fait pas du tout coup. On se dit, même si j'estime que même si enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je critique souvent les chorégraphies de combat, mais je vais essayer d'être un peu plus, de synthétiser simplement. Je pense que même si on n'y connaît rien en sport de combat et en combat en général, on sent quand c'est de l'esbrouf de cinéma. Et le fait est qu'on peut en mettre de l'esbrouf de cinéma, ça permet de faire des liaisons, ça permet d'aller vers des trucs plus spectaculaires, donc c'est pas forcément mal. Faut bien le doser. Mais je trouve que dans les séries Marvel Netflix, ils sont arrivés à un niveau médian où, pour des questions de faire baston, par moments c'est un peu trop de l'esbrouf. Il y a juste la pirouette de trop, le plan un peu trop forcé où le personnage
met un coup, mais on peut pas y croire. Et je vais donner un exemple tout bête, c'est le personnage de Matt Murdock a donc été est le fils de son père qui était boxeur, et donc l'idée c'est il aurait une base de boxe anglaise alors qu'il a été aussi entraîné par son grand maître Stick, joué par Scott Glenn dans les saisons notamment 1 et 2 de Daredevil et dans The Defenders, et qui lui aurait donc appris des trucs de plus de, je caricature, mais de ninja, hein, je caricature, où il aurait donc là appris les pirouettes et tout ça, le furtif et tout. Il aurait développé ses sens et tout, ok. Le fait est qu'il aurait eu donc une base de boxe anglaise. Et ben, je peux le dire, on voit clairement que son père, il est mort un peu trop tôt, hein, parce que là, l'anglaise que nous propose Charlie Cox dans la série est ridicule. À chaque fois qu'il tape un sac, c'est pas possible, quoi. Et je pense qu'on sent que c'est pas juste. Je pense vraiment qu'on sent, qu'on voit que comment il tape là. Et on a pas mal de plans malheureusement qui viennent émailler la vraisemblance de l'idée qu'il aurait une sorte de bagage de boxe anglaise. Juste non. Juste pas du tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça ne dérange pas les créateurs de la série, peut-être parce qu'ils y connaissent rien, ou tout simplement ça les inquiète pas, ou plutôt peut-être qu'ils ronronnent un petit peu sur cette idée que ils ont des super moments de baston, donc ils laissent faire les chorégraphes, ce que je peux entendre, hein, vous savez, il y a beaucoup de choses à gérer sur des séries comme ça, donc commencer à se prendre la tête sur quelque part ce qui serait une sorte de détail du détail, donc comment dire, des plans qui seraient un peu plus faibles dans les chorégraphies de combat, notamment quand la plupart des critiques de cinéma et de séries télé disent que les bastons sont géniales, aussi bien en français qu'en anglais. Voilà, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais peut-être passer pour le pinailleur, mais j'insiste, je pense vraiment que la série perd en qualité, que les séries Marvel Netflix ont perdu en qualité en étant moins pointues là-dessus. Je trouve globalement que la saison 1 de Daredevil était mieux foutue à cet endroit-là. Elle avait des défauts, notamment le dernier combat de la série était assez faible, je trouve, pour différentes raisons. Mais grosso modo, on a toujours un petit peu ce défaut qui va traîner tout au long des séries Daredevil. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, je parle assez souvent des chorégraphies de baston. Je le répète, je vais faire probablement un épisode hors série avec des images pour expliquer un petit peu ce que je pense des chorégraphies de combat, parler un petit peu de l'historique des chorégraphies de combat au cinéma, tout ça serait très sympa. C'est quelque chose que je connais pas forcément, mais je vais chercher parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout simplement. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Donc je vais continuer sur le casting sur lequel j'avais été plus ou moins critique dans les premières saisons, mais là je dois clairement le dire, que ce soit Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page ou Elden Henson dans le rôle de Foggy Nelson, là, ils sont arrivés à un point, autant Elden Henson, je trouve qu'il maîtrise son personnage tout simplement, il est bon. Et il passe par des moments difficiles dans cette saison 3, et je trouve qu'il les gère avec vraiment une grande qualité. Il lui arrive des choses, notamment dans sa vie intime et tout ça, et c'est vraiment classe, je trouve que ça marche très bien. La relation avec sa copine, notamment, est très drôle, puisque sa copine est un personnage presque ternaire de la série, et là, en l'occurrence, elle a peu d'apparitions, mais je trouve que leur relation est très vraisemblable. C'est très juste, les réactions de Foggy sont très justes par rapport à la violence à laquelle il est confronté. Il y a de belles séquences comme ça. Et il a du coup c'est peut-être la première saison où je sens, et c'est voulu à l'écriture, hein, clairement, qu'il est l'égal, entre guillemets, de Matt Murdock, et qu'il arrive en quelque sorte à lui tenir réellement tête en étant crédible, tout en étant lui-même. Ça, c'est très bon. Et je trouve que Deborah Ann Woll, dans le rôle de Karen Page, propose encore une fois une excellente performance dans cette saison-là. Autant j'étais un peu critique sur la saison 1, où je trouvais qu'il y avait des ficelles un peu lourdes, où elle était genre en émoi, en 3 secondes, elle avait les ovaires en explosion dès qu'elle était proche de lui. Ça, je trouvais ça un peu limite. Clairement, au fur et à mesure des saisons, il y a eu une vraie évolution dans l'écriture, une grande qualité dans l'écriture. Et même si dans la saison 2, du coup, ça fonctionnait moins bien, parce que tout simplement, avec le trio amoureux avec le personnage d'Electra n'était pas très pertinent, pas très intéressant, là, ils ont une relation dans cette saison 3 qui est vraiment bien, notamment parce que Matt Murdock est un gros con, au début, vous allez voir comment, je vous laisse découvrir, et je trouve que ses réactions à elle en face sont très très bien, il y a une mesure dans son jeu qui est vraiment excellente, on apprend des choses sur son passé, et je trouve que là aussi, elle joue très très bien. C'est un personnage qui gagne vraiment en densité, en complexité. Bref, ce trio de personnages principaux est excellent. C'est encore une fois pas encore une fois, mais c'est une vraie réussite de cette saison 3. On a en face, du coup, évidemment, Vincent D'Onofrio, qu'on ne présente plus, l'engagé baleine de Full Metal Jacket, mais donc désormais aussi connu pour son rôle de Wilson Fisk dans cette série Daredevil, qui est encore une fois excellent. Le personnage est très très bien écrit. Je suis admiratif de ça, je trouve qu'ils ont tenu le coup, ça aurait été facile de le transformer les saisons avançant en méchant, entre guillemets, un peu monolithique, et la série fait encore une fois ici un choix courageux, original, par rapport à ce que proposent les autres séries de super-héros, et les autres séries en général où on a des grands méchants. Ce méchant-là reste
même si les saisons avançant, on sent vraiment la noirceur et la violence du personnage, et du coup on est moins amis avec lui que dans la saison 1, puisque j'avais vu plus d'une personne, moi y compris, qui était... j'étais pas de son côté dans la saison 1, mais je le comprenais quelque part tellement que je trouvais le rapport pour le coup à Daredevil bizarrement très bien balancé, et j'avais du mal à être d'accord avec le fait que Daredevil, grosso modo, soit le héros. C'était assez étrange comme rapport à la saison 1, puisque le personnage de Wilson Fisk était brillant, intéressant dans son passé, dans ses traumatismes, et beaucoup de choses étaient non pas justifiées, mais bien expliquées. On était en empathie avec ce mec. Et là, encore une fois, Vincent D'Onofrio fait un excellent travail, ce qui fait que l'écriture de qualité du personnage, puisqu'il est là en train d'essayer de tout simplement faire revenir la femme qu'il aime, frontalement, c'est ce qui lance la saison, et il est très bon, il est juste très bon. Il est touchant, il est juste, et l'écriture est juste, ce qui fait que ça fait beaucoup de bien au personnage. Il n'y a pas de truc forcé du genre il devient méchant parce qu'il serait arrivé quelque chose à sa copine, et puis, vous voyez, il n'y a pas une écriture comme ça. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus complexe. Le rapport à... Bon, je spoil légèrement, mais le personnage de Vanessa revient enfin dans la série, et leur rapport est complexe, et bien écrit. Je big up aussi à l'actrice, j'ai oublié son nom, je vais devoir le chercher, mais qui est vraiment très bien, et qui propose aussi une très bonne performance, vraiment à hauteur de ce que propose Vincent D'Onofrio en face. Grand art, vraiment du grand art d'écriture, de développement des personnages. Elle s'appelle Ayelet Zourer, qui joue donc Vanessa Mariana, et qui est excellente dans son rôle. On a donc là vraiment un duo entre guillemets d'antagonistes, mais qui en fait n'est pas ça. C'est l'histoire d'un couple qui se rencontre à un instant T et qui est confronté à la réalité de ce que l'homme a fait, de ce que ce mec a fait, de ce mec essaye de faire. C'est vraiment passionnant, je ne veux pas spoiler ça. Et en plus, je viens de me souvenir que je m'étais juré d'arrêter d'être dithyrambique tout le temps sans donner vraiment d'exemple précis. Là, je vais être précis, les deux acteurs sont justes dans leur relation. C'est un homme et une femme à un instant T où ils veulent s'engager l'un à l'autre vraiment fortement. Ils se retrouvent et l'un et l'autre se rendent compte qu'ils doivent franchir un cap dans leur sincérité pour être réellement ensemble. C'est juste. Les deux acteurs sont bons. Vous savez, c'est ce moment où les deux personnages savent qu'ils sont amoureux, mais pour être réellement ensemble, il va falloir prendre un risque qui risque de tout arrêter. Ça, c'est la sincérité que demande à un moment donné un couple pour être vrai. Risque qui est énorme, et qui est pourtant nécessaire à ce que le couple continue d'exister. Et là, en l'occurrence, je trouve Ayelet Zourer est excellente, en face de Vincent D'Onofrio, qui lui-même est encore une fois parfait, à la nuance près que dans les chorégraphies de combat, puisqu'il est amené à se battre à certains moments dans la série, je suis pas certain qu'ils avaient besoin d'aller dans cette piste-là, qui est la piste du personnage de la BD, hein. C'est-à-dire que le personnage de Wilson Fisk aurait une force grosso modo humaine, mais qui serait extrêmement fort. Dans la série, c'est un type énorme, genre il fait genre 2 mètres de large, vous voyez, c'est une exagération, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il se confronte à Daredevil parce que en main à main, il est plus fort que Daredevil s'il l'attrape, vous voyez le genre. Donc voilà, mais j'étais pas... C'est peut-être le bémol que je mettrai dans la série, je suis pas convaincu au moment où il se bat qu'il est obligé de se battre. C'est quelque chose qui est un petit peu forcé. D'ailleurs, si je dois faire une grosse conclusion des séries Daredevil à ce point-là, je trouve que les derniers épisodes sont légèrement forcés, à chaque fois légèrement. On force légèrement comment la conclusion arrive. Pour des raisons qui m'échappent un petit peu, d'ailleurs. Je vais pas spoiler, mais je trouve qu'ils avaient à chaque fois moyen de continuer à être dans cette âpreté et pourtant faire, entre guillemets, arriver à la conclusion qu'ils voudraient, hein, que ce soit un happy ending ou pas. Mais bon, c'est une petite critique parce que je trouve que grosso modo c'est quand même cohérent dans l'état d'esprit de la série. Et puis on a l'arrivée de nouveaux personnages. D'abord le personnage de l'agent du FBI Ray Nadim, personnage très intéressant, très bien écrit aussi, interprété avec beaucoup de sobriété par Jay Halley, qui est un bon acteur de série télé, tout simplement. Je tiens à le dire, il joue très bien. Personnage qui est en relation avec Wilson Fisk et qui fait donc ce fameux deal qui fait sortir Wilson Fisk de prison et qui va donc devoir assumer jusqu'au bout le fait d'avoir fait sortir le caïd de prison, avec des conséquences évidemment funestes que cela va avoir, notamment sur toute la ville, sur les personnages principaux, mais aussi sur sa vie à lui, au personnage de Ray Nadim. Personnage intéressant, bien développé, bien amené dans la série, et c'est un peu sa saison, entre guillemets,
et c'est un excellent exemple de faire arriver un personnage dans une série et d'aller au bout avec. C'est un excellent exemple de ça. Je n'avais pas forcément cette critique-là à faire au départ sur la série de The Punisher, mais je trouvais par exemple que la policière dans The Punisher, pour moi, n'arrive pas à cette densité-là. Je vais faire une critique de la série The Punisher, et vous verrez, je m'expliquerai, mais grosso modo, le niveau d'implication dans l'histoire que Ray Nadim arrive à avoir à un moment donné dans cette saison 3 de Daredevil, le personnage de la policière dans la série The Punisher n'arrive pas à ça. Et pourtant, elle est très impliquée dans l'histoire. Mais je reviendrai sur la série The Punisher à un autre moment, notamment quand j'arrive à la saison 2. C'est terrible, hein, le podcast, hein, ma vie est accélérée en ce moment, je vous raconte même pas. Ça fait 1 an que je vais vous faire un podcast en faisant un grand récapitulatif de tous les films Punisher et de la saison 1 de Punisher, et j'ai pas réussi à l'enregistrer avant la sortie de la saison 2 de Punisher. Bon, voilà, ça arrivera, on fera une grande conclusion, puisque a priori je pense que ça sera aussi la dernière saison de la série de The Punisher sur Netflix, donc ça donnera l'occasion de faire tout ça. On va bien rigoler, puisqu'il y a eu des films quand même assez drôles sur The Punisher. Bref, je reviens la parenthèse. Et on a aussi comme personnage très intéressant qui arrive dans cette 3e saison, le personnage de Benjamin Poindexter. Alors je spoil à peine, puisqu'on reconnaît très vite qu'il s'agit en fait d'une adaptation du personnage de Deadshot, n'importe quoi, de Bullseye. Personnage qui était interprété de manière complètement clownesque et raté dans les films de Mark Steven Johnson par Colin Farrell. Vous voyez, c'est le personnage qui avait la cible sur la tête. En français, c'est traduit par le tireur. Ce qui est vraiment un nom à la con. Bullseye, c'est plutôt la capacité à toujours tirer avec précision. Donc il y avait visiblement pas, on n'a pas trouvé de traduction française assez parlante de ça, mais moi ils auraient peut-être dû dire le sniper, j'en sais rien. Mais bon, le tireur, c'est peut-être aussi le nom qu'on lui a donné dans les années 80, quand le personnage a été créé, peut-être au début des années 80, si je dis pas de bêtises, je connais pas assez l'histoire du personnage de comics. Bref, et encore une fois, un nouveau méchant, mais une excellente écriture, vraiment une excellente écriture. Le personnage arrive, et donc au départ un personnage du FBI qui, pour une raison X ou Y, se met à devoir grosso modo sauver Wilson Fisk, et on voit que la relation vénéneuse qui se crée avec le personnage de Wilson Fisk, qui est encore plus machiavélique que dans les saisons précédentes, de manière frontale. On voit un peu plus comment il fonctionne, puisque dans la saison 1 c'était un petit peu sous-entendu, on le voyait pas forcément manipuler les gens. D'ailleurs, il n'en avait pas forcément c'était peut-être pas sa méthode, je ne sais pas. En tout cas, on le voyait faire de la manipulation, mais c'était beaucoup plus frontal. Là, on voit vraiment quelque chose de machiavélique, d'assez froid et inhumain, sous couvert d'avoir son objectif, hein, c'est-à-dire de récupérer Vanessa et de remettre en place son projet. Et c'est très bon. L'acteur Wilson Bethel propose vraiment une performance très intéressante avec ce personnage qui a donc de gros problèmes psychologiques, qui est obligé d'avoir un travail très strict, comme ça, vous voyez, c'est le cliché au départ du personnage qui a tout rangé chez lui, tout est propre, désinfecté, parce que tout simplement il a un énorme problème psychologique, et qui en parallèle de ça est rentré dans l'armée pour avoir un job hyper carré, qui est devenu flic au FBI pour avoir un job hyper carré en parallèle, pour maintenir ses pulsions et ses problèmes, et c'est vraiment bien écrit. On voit notamment son rapport avec sa psy qui le suit pendant longtemps. On voit notamment le rapport avec cette jeune femme dont il a besoin dans sa vie, au point d'avoir un rapport évidemment malsain avec elle. Je vous laisse découvrir comment. Le rapport donc vénéneux et donc ce côté un petit peu, toujours à la limite de tomber dans le gouffre, et qui malheureusement, quand on rencontre un personnage comme Wilson Fisk, on sombre, on va jusqu'au fond du gouffre. Et donc le personnage de Bullseye, très bien écrit, qui s'appelle jamais Bullseye dans la saison, et tant mieux, qui reste Benjamin Poindexter, et qui est vraiment un très bon antagoniste physique à Daredevil, donnant lieu à de très belles scènes de combat, pas toutes, mais notamment la première où ils se confrontent l'un à l'autre, on a de très beaux effets. Je vous laisse découvrir comment, j'ai pas envie de spoiler ça, mais en termes de mise en scène c'est très efficace. Et donc ça devient une sorte de double menace. On a d'un côté le caïd qui est dans une sorte de menace latente, et on va dire avec son cerveau, plus avec sa manipulation des gens, et des éléments de ce qu'il sait. Et en face, de l'autre côté, on a le personnage je vais dire Bullseye, mais il n'est pas appelé comme ça dans la série, de Poindexter, qui est donc déterminé face à Daredevil. C'est un excellent personnage, toujours à la limite du nervous breakdown, qui est de l'explosion, vous voyez, qui explose d'ailleurs par moments, et c'est vraiment bien amené aussi ça dans la série. Donc voilà, un personnage de qualité, vraiment bien écrit,
et qui fait une saison plutôt cool, avec des personnages secondaires aussi qui vont avoir une vraie importance, comme le personnage du père Lantom, qui est donc présent depuis la saison 1 et qui donc là va avoir une grande importance, puisque c'est lui qui retrouve Matt au début. Grosso modo, c'est chez lui, grosso modo, que Matt se rend une fois qu'il est au début de la saison, quand il est vraiment gravement blessé, et c'est lui qui va le remettre aux sœurs notamment, et à sœur Maggie, qui va donc avoir ce rapport moral très intéressant avec le personnage de Matt Murdock, et donc développer une histoire, une sous-intrigue plutôt intéressante, qui peut déplaire, puisqu'elle a un petit twist qui peut gratter un petit peu, mais qui pour moi est cohérent, et qui permet du coup au personnage vraiment notamment de franchir des caps très importants dans la série. Et je pense que c'était important à un moment donné que la série non pas se renouvelle, mais densifie encore une fois le rapport de Matt Murdock à sa propre vie. Sinon on allait encore une fois se retrouver face au même personnage qui allait reproposer les mêmes remises en cause. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours délicat de pas amener des personnages... par exemple, dans la saison 2 de Jessica Jones, que je ne vais pas spoiler, il y a un personnage extrêmement séminal qui revient dans la vie de Jessica Jones, et je pense que c'est important pour que le personnage franchisse un cap. C'est la même chose chez Luke Cage, et c'est un peu la même chose chez Iron Fist avec le personnage de Colin Wing. Tiens, je me rends compte que c'est un peu la thématique de ces saisons 2, la famille, grosso modo. Et donc voilà, on a de nouveau un personnage qui apporte vraiment de la densité au personnage de Daredevil, et qui est très bien interprété. On y croit tout de suite, Joanne Whalley, qui propose une très bonne performance dans le rôle de Sister Maggie, une sorte froide comme ça, un peu rêche, avec un humour une sorte d'humour noir un peu froid, mais qui évidemment est un personnage extrêmement pragmatique, qui fait beaucoup de choses comme ça. On sent vraiment les gens dans l'action, qui vont avoir un jugement moral dur, mais qui en même temps, quand ils doivent aider, aident, même s'ils doivent s'en plaindre ensuite, vous voyez. On y croit tout de suite aussi à son personnage, c'est excellent. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour du casting principal de cette saison 3 de Daredevil. Je vais pas revenir sur l'intrigue, je veux pas vous spoiler. Je trouve globalement, si on doit faire une grande conclusion de cette saison, déjà une conclusion de cette saison 3, elle est simplement de très bonne qualité. Les différents points d'intrigue, comme j'en ai parlé là un petit peu, se développent très bien. Les personnages sont excellemment écrits. Désolé d'être dithyrambique et de revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais vous avez compris, c'est du vrai bon taf. La réalisation est au niveau, puisqu'on a de nouveau droit à d'excellents plans séquences de baston, des plans très forts, notamment de Wilson Fisk dans sa chambre de prison, puis dans son penthouse sans les meubles, où on voit littéralement son empire se reconstruire morceau par morceau, pour arriver sur cet épisode terrible où il est de nouveau, il devient enfin le Caïd, et où il a son grand smoking blanc, celui typique de la série des comic books, mais qui arrive très bien dans la série, puisqu'on sent vraiment qu'il essaie de se racheter une forme de virginalité à chaque fois, et ça correspond à au contexte de l'endroit où il vit, de ce penthouse, où les meubles et le luxe finit par revenir, voyez. C'est de l'excellent taf, et évidemment ça se croise très bien avec son appartement de la saison 1, qui était déjà une sorte de penthouse, et qui ressemblait évidemment à cette chambre d'hôtel, entre guillemets. Donc voilà, gros taf de nouveau sur les décors, excellente utilisation pour la mise en scène. Je suis obligé d'être dithyrambique, mais je trouve que c'est une très très bonne saison 3. Je modérerai légèrement la conclusion de la conclusion, où on a un petit effet du genre attention, il y a une suite. Perso, je pense que c'est même pas dans le ton de cette série, donc je pense que ça servait à rien. C'est comme à la fin de The Defenders, tous les appels pour les débuts de saison des saisons suivantes des personnages étaient inutiles, et ben là c'est du même ordre. Je comprends pas pourquoi il y a cet appel de pied, puisqu'il est évident que la série va continuer, puisque les personnages eux-mêmes vous le disent en quelque sorte, frontalement. Donc voilà, la série a été annulée certes, mais je comprends pas pourquoi il y a eu besoin de faire ce dernier plan, qui voudrait être badass, mais finalement on a compris quel était le personnage. Alors pourquoi nous le resservir en nous disant voilà, il sera toujours là. Bon, ok, mais je vois pas spécialement l'intérêt personnellement. À part cette petite fausse note, c'est une excellente saison, j'ai vraiment pas grand chose à dire, on a de la qualité. Je reviendrai pas sur mes critiques des différentes chorégraphies. Et je finirai avec une conclusion globale d'abord des 3 saisons de Daredevil. C'est de l'excellent taf. C'est peut-être la meilleure série de super-héros, on va dire mainstream, que j'ai pu voir, puisque la meilleure série de super-héros, tout le monde le sait maintenant, c'est Légion. Hein. Donc si vous n'avez pas vu Légion saison 1, saison 2, allez-y. Ça cartonne, c'est incroyable. Vous allez voir un truc, ça c'est une série, voilà, c'est du Breaking Bad, quoi.
c'est complètement original, c'est complètement autre chose, et c'est du super taf. Donc allez-y, à manger sans modération Légion. C'est pour ça que je mets tout de suite un degré entre Légion qui est vraiment au-dessus en termes de qualité de série télé, de super-héros, et Daredevil, où là vraiment on a un niveau global d'écriture, on a un niveau global très très bon, mais ça reste de la série mainstream avec un super-héros, des combats, un combat contre la pègre, un grand méchant, enfin vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment droit au package classique, grosso modo, de la série, avec un héros confronté à un adversaire mafieux, en quelque sorte. Alors que dans Légion, c'est tellement imprévisible, je vous laisse découvrir. Il y a aussi quelque part un grand méchant, mais c'est plus compliqué, vous verrez. C'est juste excellent. Et c'est un autre niveau d'écriture et d'ambition, entre guillemets, artistique, tout simplement. Mais dans le cadre, on va dire, d'une série classique de super-héros, Daredevil est excellente, parce qu'elle a un ton bien à elle, elle a un visuel bien à elle, et elle a une écriture des personnages toujours soignée. C'est toujours délicat dans la manière dont les personnages sont amenés. Je trouve que dans, grosso modo, toutes les saisons, mis à part les défauts que j'avais déjà cités dans la saison 2, et du personnage d'Electra, qui est pour moi en retrait par rapport au reste de la série, ça a été brillant, globalement brillant. On a constamment eu une introduction intéressante des personnages de l'univers de Daredevil, vers un développement constamment sensible et intéressant, avec en point d'orgue, de mon point de vue, l'introduction du Punisher qui est juste excellente, mais vraiment excellente. Et pourtant j'ai des limites avec l'interprétation de John Bernthal, et ben ils m'ont convaincu, parce que l'écriture est très bonne. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, grosso modo, ce que je pense des séries Daredevil. Si vous avez une série on va dire, un peu mainstream à regarder de super-héros, c'est Daredevil, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous cherchez quelque chose de réellement original et qui est un peu au-dessus en termes d'exigence, là c'est clair, je vous renvoie vraiment vers Légion. C'est autre chose. c'est pas les séries Marvel Netflix qui vont vous brancher, à la fois de clair. Et donc, pour faire un peu une conclusion globale des séries Marvel Netflix, j'en ferai peut-être une autre après Jessica Jones saison 3, puisque ce sera la réelle fin. Mais mon point de vue, c'est qu'on a eu quand même globalement une adaptation de très grande qualité de ces différents personnages. Des qualités différentes, hein, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, Iron Fist saison 1, c'était vraiment, vraiment très faible. Vraiment, hein, c'était assez spectaculairement faible d'ailleurs, globalement. Mais avec les saisons 2, on a vu, je trouve, toutes les séries ont gagné en qualité. Je trouve que ce soit Luke Cage, qui a perdu un petit peu de son aura soul et cool groove, mais qui est excellemment écrit et qui avait vraiment des grands moments d'originalité. Hein. J'en avais peut-être pas assez parlé dans ma critique de Luke Cage, mais le personnage de Shades notamment a un développement dans la saison 2 qui est très intéressant. Je ferme la parenthèse, je vous laisse découvrir. Jessica Jones saison 1, je trouve que c'est la meilleure série, la meilleure saison de tout ce qui a été proposé par Marvel Netflix. C'est excellent. Et on a en face excusez-moi, je me suis un peu perdu dans mes mots. On a aussi la saison 2 de Iron Fist qui est vraiment bien pour le coup, qui est du beau taf, 10 épisodes bien concentrés avec un adversaire qui devient vraiment hardcore. Du beau taf, quoi. Il y a les fausses notes, hein, je le disais, Iron Fist, c'est pas bon, The Defenders, c'est vraiment pas bon, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est dommage, mais c'est une réalité. Mais grosso modo, on a eu des qualités vraiment d'écriture des personnages et de développement du bon niveau de série télé de notre époque. Peut-être que ça sera un peu ringard d'ici 15-20 ans quand on aura encore franchi un cap d'écriture. Est-ce que je mettrai pour autant le niveau d'écriture, par exemple de Luke Cage saison 1, au niveau de l'écriture des saisons différentes de Daredevil? Non, il faut être clair. Je parle même pas d'Iron Fist saison 1, mais globalement, je trouve qu'on a eu quand même vraiment de la qualité à regarder. C'est des séries qui sont agréables à suivre, je trouve. Et qui ont trouvé chacune un ton dans cette armature de base qui s'est un petit peu trop standardisée, comme je disais maintenant, c'est vraiment flagrant dans Daredevil saison 3, mais qui malgré tout est une bonne ossature pour de l'écriture de personnages relativement denses. C'est pour ça que si j'apprenais qu'ils continuent ces différentes séries sur le stream de Disney, je pense que je continuerai à regarder avec plaisir. Ce sera probablement pas le cas parce que là on parle vraiment de gros sous. Les séries de Defenders c'était quand même des bonnes vaches à lait pour Netflix grosso modo. Donc Netflix va pas lâcher les droits facilement en disant oui allez-y, pour les fans on vous laisse continuer. C'est plus compliqué que ça, ça sera à mon avis plus compliqué que ça. On sait jamais, hein, parce que
En même temps, Netflix aurait peut-être un intérêt à jouer un coup de pub, puisqu'ils jouent beaucoup comme ça, Netflix, sur la proximité, sur le fait qu'ils sont plus drôles, ils ironisent beaucoup leur propre catalogue dans leur communication dans le monde entier. Netflix France, par exemple, fait beaucoup de vannes sur Twitter, sur son propre catalogue, et fait de la pub détournée pour rendre ça autre chose. Donc, tout à fait possible que dans leur identité internationale, ils aient à jouer à un moment donné une carte comme ça en disant oui, que les fans puissent en profiter, oui, un petit truc comme ça, parce qu'au final, le catalogue de base reste sur Netflix. Donc ils savent que si les gens payent toujours pour regarder la série ou prennent des abonnements à Netflix pour pouvoir revoir les premières saisons, elles seront encore probablement sur Netflix, à moins que Marvel les rachète, mais c'est ça par contre, en termes de coûts financiers, ça me paraît peu probable. Donc tout ça pour on est face avec cette série cette équipe de série de The Defenders, on a eu, je trouve, une qualité vraiment au-dessus de la moyenne. Pas forcément excellente, mais au-dessus de la moyenne, avec de très très bons résultats, pour moi d'excellents résultats, comme la saison 1 de Jessica Jones, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue. Si vous devez voir qu'une seule saison de cette série-là, je vous conseille Jessica Jones saison 1. Si vous devez voir une série en entier, Jessica Jones saison 1 et 2 c'est très bien, mais je pense que Daredevil saison 1, 2, 3 va quand même plus loin d'une certaine manière. Après, peut-être que je me dédierai quand je verrai la saison 3 de Jessica Jones. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai été beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, veuillez m'en excuser encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Je vois qu'il y a moins de gens qui regardent les retours sur les séries, donc peut-être que je les fais pas, j'oublie peut-être quelque chose, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, ça m'intéresse toujours. Évidemment, c'est vos commentaires qui m'intéressent, vous pouvez aussi liker, partager, tweeter, enfin comme vous voulez, mais surtout commenter, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai eu des super retours sur différentes vidéos, je vous en remercie beaucoup, n'hésitez pas à continuer, et j'aime beaucoup échanger avec vous sur ces différentes choses. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.